pas faire patienter plus longtemps ceux qui sont déjà connectés depuis quelques minutes. Je vais en effet démarrer cette webconférence donc FICAMEX. Déjà, je tenais à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. Donc, je me présente, Sandrine Bellavoie. Je suis expert comptable mémorialiste au sein du cabinet et présente au sein du cabinet depuis de nombreuses années. Je vais être accompagnée du coup par Jean-Paul Ivreneugeot qui se présentera dans un second temps. Nous voulions évoquer ce soir un sujet assez particulier et qui nous tenait à cœur, celui de la protection du dirigeant et de sa famille. Lorsqu'un dirigeant décède ou est frappé par une situation d'invalidité physique ou mentale, le plaçant malheureusement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, on parle d'empêchement du dirigeant. Et malheureusement, la pérennité des entreprises se trouve ainsi fragilisée. La crise sanitaire nous a rappelé que ce n'était pas forcément des scénarios théoriques et qu'il nous semblait crucial du coup de pouvoir permettre à nos clients de prendre conscience du coup de ces conséquences. Donc aujourd'hui, la question, c'est quelles sont les mesures préventives que le dirigeant peut mettre en place pour protéger son entreprise, pour protéger sa famille, bien sûr. Et aujourd'hui, comment peut-on l'accompagner si rien n'a été prévu? Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette présentation, comme je pouvais l'évoquer, je vais passer la parole à Jean-Paul Ivreneugeot, qui aujourd'hui est expert comptable associé du cabinet et qui va également présenter FICAMEX Patrimoine par la même occasion. À toi, Jean-Paul. Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour aborder effectivement un sujet délicat qui a été introduit par Sandrine et très bien là. Ce n'est pas forcément un sujet facile à aborder pour les dirigeants d'entreprise ou pour tout un chacun d'ailleurs. Si on va aborder des sujets délicats, vous avez déjà vu le sommaire, donc c'est jamais très, très drôle, mais c'est indispensable de l'aborder. Et puis donc effectivement, je vous ferai part de mes expériences professionnelles acquises depuis quelques années pour moi. Bien évidemment auprès des clients qui ont vécu, que j'ai vécu avec eux, des situations très complexes et même des situations malheureusement dramatiques. Je vous ferai part de mes quelques expériences. Et pas si faibles que ça d'ailleurs, dans un certain nombre de cas. Et puis, je vous ferai part également de solutions simples et pragmatiques qu'on peut mettre en place pour éviter le pire, enfin tout au moins limiter l'impact financier du pire, ce serait plus précis. Notamment en cas de maladie, d'incapacité ou le pire du décès du dirigeant. Oui, effectivement, donc FICAMEX Patrimoine, un court instant sur FICAMEX Patrimoine. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations sur les réseaux sociaux, si on a communiqué un petit peu sur cette nouvelle structure FICAMEX Patrimoine. Et effectivement, avec mes associés Fabrice Héroux, Philippe Boucher, Stéphanie Hon et Sylvain Landel, nous avons décidé de créer une nouvelle structure, une nouvelle société qui est dédiée et spécialisée dans le conseil patrimonial du dirigeant d'entreprise et qui est évidemment complémentaire de nos activités classiques d'expertise comptable et d'audit et de commissariat aux comptes. En fait, on est parti du constat que le chef d'entreprise s'occupait bien, voire très bien de son entreprise. Malheureusement, il ne se préoccupe pas toujours régulièrement de son patrimoine privé, de sa situation personnelle, qui est souvent laissée un petit peu en jachère. Et donc, il nous paraissait indispensable de l'aider à construire de manière cohérente et équilibrée dans le temps, à la fois son patrimoine professionnel, ce dont on s'occupe avec vous chaque jour, notamment Sandrine, bien évidemment, mais également son patrimoine personnel, dans lequel le patrimoine professionnel, bien évidemment, est très important. Et donc, on a fait le choix de créer cette structure distincte pour mieux répondre aux attentes des clients. C'est vraiment une approche différente de celle qu'on peut faire habituellement, même si elles sont très complémentaires et évidemment très liées. Et donc, comme vous le voyez, cette structure est destinée à faire du conseil en stratégie patrimoniale. Et le but, c'est de mettre en place avec chacun de nos clients une stratégie propre, adaptée à sa situation. Et évidemment, évolutive dans le temps, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes préoccupations professionnelles et patrimoniales si on est en phase de création d'entreprise que si on est en phase de développement de l'entreprise
et bien évidemment des préoccupations bien différentes dans les périodes de transmission d'entreprise, même si ces transmissions, on constate, se font de plus en plus tôt. Et donc, il faut, pour accompagner au mieux les intérêts du dirigeant et de sa famille, il faut mettre en place une stratégie patrimoniale échelonnée dans le temps et adaptée à l'évolution de sa situation. Alors, à différents niveaux, il faut se préoccuper de sa protection sociale, ce qui est déjà le cas, hein. On s'occupe à vos côtés de faire le bon choix du statut fiscal. Est-ce qu'il faut que je sois gérant d'une SARL? Est-ce qu'il faut que je sois président d'une SAS? Est-ce qu'il faut que j'ai un statut salarié? Mais ces situations peuvent évoluer dans le temps et puis elles ne se limitent pas seulement à ce choix. Il y en a bien d'autres à faire en termes de protection sociale. On fait aussi du conseil en investissement financier, hein. Les préoccupations sont de plus en plus fréquentes. Dans les conversations de tout à chacun, on constate que les placements, l'épargne ne rapporte plus rien, ou presque. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il faut se préoccuper de son épargne personnelle, mais également de sa trésorerie professionnelle. Et comment on peut essayer de faire en sorte d'améliorer la rentabilité des quelques fonds dont on dispose. On fait du conseil aussi en investissement immobilier. Alors, bien évidemment, on pense à l'investissement immobilier professionnel, sur lequel on travaille déjà beaucoup à vos côtés, sous forme de SCI ou autre, mais également sur les investissements immobiliers personnels, qui sont aussi un sujet important pour nos dirigeants, en tant que responsable d'une famille. Et puis, bien évidemment, on intervient en termes de conseil en transmission. Alors, vous voyez, hein, c'est assez divers, mais c'est indispensable. Le but pour nous, hein, notre raison d'être, c'est de faire en sorte de permettre à tout dirigeant d'entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme juridique, que ce soit une TPE, une PME, un indépendant, un libéral, quels que soient ses revenus, que ce soit sa situation personnelle ou son patrimoine, il a le droit à avoir un suivi patrimonial, du conseil patrimonial. Ce n'est pas réservé à on croit pour certains à la gestion de fortune, on entend ça des fois, c'est pas tout bien du tout d'ailleurs, mais comme tout à chacun, on a un patrimoine et on doit s'en préoccuper, et tout particulièrement d'ailleurs le chef d'entreprise, hein, qui est exposé à de nombreux risques, à de nombreuses responsabilités au travers de son entreprise et à titre personnel. Et tout à chacun a le droit du conseil patrimonial adapté à sa situation et tout au long de sa vie personnelle et professionnelle. Et c'est ça notre intention au travers de Ficamex Patrimoine. Voilà pour cette introduction. Merci, et puis on va rentrer directement sur le vif du sujet, si tu veux effectivement passer le slide. En effet. Merci Sandrine. Je reprends la main, si tu le souhaites, Jean-Paul. Oui, je t'en prie. Donc, avec, comme tu pouvais l'évoquer, du coup, en amont de la présentation, donc Ficamex Patrimoine, les différents points qu'on va pouvoir aborder ce soir sur une volonté donc de protection du dirigeant et de sa famille. En l'occurrence, on va aborder différents sujets que sont la défaillance financière, le divorce, l'incapacité, l'invalidité, l'incapacité juridique temporaire, le décès, des éléments du coup forts sur la protection du dirigeant et de sa famille. Avant d'entrer sur une partie plus, on va dire, formelle, un petit quiz du coup pour pouvoir rentrer sur cette thématique. Et puis, je tiens également à saluer tous les nouveaux arrivants qui se sont rajoutés, en effet, aux participants. On y va. Alors, première question. Je vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir répondre par écrit, si vous en avez volonté, à ces quelques questions. Combien de divorces pour combien de mariages en 2019? Est-ce 1 sur 3, 2 sur 5, 1 sur 2? Je vous laisse quelques temps de réflexion si vous le souhaitez. Donc, la réponse, c'est 1 sur 2. Malheureusement, 45% des mariages finissent par un divorce en France. Ça, c'était les statistiques de 2019. Il est vrai que l'actualité Covid va avoir quelques impacts sur le nombre de divorces.
l'actualité et une récente étude a mis en avant que nos voisins espagnols craignent en 2021 que le taux du coup de divorcialité soit supérieur au taux de nuptialité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les divorces risquent d'être beaucoup plus fréquents sur cette année 2021. Il est très important donc de travailler à côté de nos clients sur les incidences du choix de leur régime matrimonial qu'on aura l'occasion d'aborder dans un second temps. Deuxième question, quel est le taux d'invalidité dans la population active? Est-ce 4 pour 1000, 96 pour 1000 ou 201 pour 1000? Même chose, je vous laisse la possibilité, si vous le souhaitez, de répondre. 4 pour 1000. Taux d'invalidité qui semble assez faible, mais qui pour autant est dramatique dans ses conséquences. Et aujourd'hui, qu'il est nécessaire, bien sûr, d'anticiper au maximum pour ses conséquences financières, que ce soit pour la famille ou pour l'entreprise. Troisième question, quel est le pourcentage de dirigeants n'ayant mis en place aucune disposition pour assurer la pérennité de leur entreprise en cas de force majeure? 11%, 28% ou 41%? C'est 41%, c'est un taux très élevé qui nous incite aujourd'hui à animer ce type de réunion afin de sensibiliser nos clients entrepreneurs. Donc déjà, si vous avez répondu à l'invitation, c'est que vous êtes en effet conscient des problématiques et du sujet. Pour autant, on a le sentiment que trop peu de chefs d'entreprise s'inquiètent aujourd'hui de ces conséquences et surtout ne mettent en place de dispositifs. Autre question, quel est le pourcentage d'entreprises qui périclitent suite à l'incapacité ou à la disparition de leurs dirigeants? 4% des entreprises, 15% des entreprises ou 34% des entreprises? C'est 15% des entreprises aujourd'hui qui malheureusement disparaissent avec leur chef d'entreprise. De plus, on peut estimer que 15% des disparitions d'entreprises, autre pourcentage mais tout aussi important, proviennent de transmissions mal préparées. Jean-Paul a évoqué tout à l'heure l'importance de la préparation, de l'anticipation de la transmission d'entreprise, mais c'est, vous voyez, beaucoup de risques d'échec de transmission s'il n'y a pas eu de préparation suffisamment en amont. Dernière question, sachant que la France comptabilise aujourd'hui 165 000 PME, 3 500 ETI, combien de mandats de protection future ou de mandats à titre posthume sont activés chaque année en cas d'incapacité ou de décès du dirigeant? Moins de 50, entre 400 et 700 ou entre 3 500 et 4 300? C'est moins de 50. Ça montre aujourd'hui que ces outils, pourtant peu coûteux, ne sont pas suffisamment connus et donc peu mis en place par nos dirigeants. On veut aujourd'hui pouvoir vous donner l'occasion justement de faire connaissance avec ces dispositifs qui pourraient permettre en effet de faciliter du coup les effets d'un accident, d'une maladie ou aujourd'hui d'un décès du chef d'entreprise. Voilà pour ce petit quiz qui avait pour volonté de vous mettre en effet en place sur cette thématique. Ce qui est aujourd'hui important pour nous, c'est d'évoquer les différentes situations qui peuvent se présenter aux chefs d'entreprise
On pense bien sûr à l'accident, la maladie, le décès, mais il existe également tout simplement les difficultés financières de l'entreprise, certes moins tragiques, mais pour autant tout aussi lourdes de conséquences pour la protection financière du patrimoine du dirigeant, celui de sa famille et son entreprise, bien sûr. Alors, aujourd'hui, répondre à la question, le dirigeant a-t-il conscience de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de son entreprise et de lui-même? Oui, bien sûr. Chacun de nos clients chefs d'entreprise a bien conscience de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de son entreprise, de lui-même, de sa société et de sa famille. On voulait évoquer avec vous aujourd'hui la mise en redressement judiciaire, la mise en liquidation judiciaire, ou autrement appelé le dépôt de bilan de l'entreprise, et les conséquences sur son patrimoine. Il est certain qu'en amont de la création d'une activité professionnelle, mais également au cours du coup de son exploitation, il est nécessaire pour le dirigeant de limiter la prise de risque. Et cette limitation de prise de risque, elle se fait tout d'abord par le choix du bon statut adapté au projet professionnel. Certes, l'entreprise individuelle peut séduire en fait par la facilité de mise en place. C'est une simple inscription au RCS ou au répertoire des métiers. Pour autant, elle a pour conséquence du coup d'engager le chef d'entreprise sur son patrimoine privé. On évoque aujourd'hui la confusion du patrimoine personnel et professionnel lorsque l'on parle de l'entreprise individuelle. C'est pourquoi aujourd'hui, nous incitons beaucoup nos créateurs d'entreprises, quand ça nous semble adapté, à plutôt les diriger vers la mise en société. Ça peut être des sociétés de type EURL et SARL ou de type SAS-SASU. Ça va être des décisions prises pour d'autres entre guillemets arguments. Mais l'objectif, c'est surtout de limiter la prise de responsabilité. Alors, pourquoi aujourd'hui, vous savez que lorsque vous créez une société, vous êtes limité en responsabilité à l'apport qui sera réalisé. Attention tout de même à bien limiter les garanties personnelles du dirigeant, ou autrement dit les cautions solidaires, qui vont être sollicitées par la banque la plupart du temps, puisque lorsque la société va aller chercher un financement bancaire, on va lui demander de se porter garant, de se porter caution sur ce financement bancaire. Et vraiment, on incite nos créateurs d'entreprises à limiter au maximum cette prise de risque, puisque demain, en cas de défaillance de la société, ils resteront responsables solidairement, du coup, à hauteur des prises de garantie et de caution. Il existe aujourd'hui des organismes de garantie tels que BPI. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps avec la mise en place des prêts garantis d'État, les fameux PGE, qui ont bénéficié du coup de garanties d'État, des garanties BPI, qui permettent à nos chefs d'entreprise de ne pas être garants du coup sur ces prêts bancaires. De la même façon, lorsque vous allez du coup, en tant que créateur d'entreprise ou à d'autres moments dans la vie de l'entreprise, devoir prendre des engagements financiers pour la société, il faudra toujours comparer quelles sont les garanties imposées par la banque. Enfin, je voulais quand même revenir sur l'entreprise individuelle, alors qui, par simplicité, pourrait être à proscrire, mais qui pour autant s'adapte à certains projets et qui aujourd'hui a quand même vu sa prise de risque limitée par la loi dite Macron, qui est une loi qui date du 6 août 2015 et qui permet aujourd'hui de protéger du coup l'habitation principale du chef d'entreprise. On parle du coup d'incessabilité de droit sur du coup l'habitation principale. Voilà. Alors, je vais maintenant passer le relais à Jean-Paul sur plutôt des notions du coup de protection du patrimoine, cette fois-ci en cas de divorce, avec une seconde thématique sur la protection. À toi, Jean-Paul. Oui, le sujet du divorce. Alors, ce n'est pas le sujet le plus agréable à aborder non plus, celui-là, même si les autres non plus, mais enfin, particulièrement le divorce, parce que le divorce,
la maladie et le décès souvent est subi, le divorce est malheureusement décidé par un couple. Alors effectivement, comme on a vu statistiquement, j'espère que vous m'entendez mieux que tout à l'heure. Ça va mieux? Très bien, Jean-Paul, oui. D'accord. Donc, on a vu 50% des couples divorcent au cours de leur vie. Alors, c'est tout, sur toute la vie, hein. Ce n'est pas seulement pendant la période professionnelle, hein. Donc, déjà, ça a relativisé un petit peu. Mais quand même, donc on rencontre, nous, à titre professionnel, des divorces tous les ans, en fait, parmi nos clients. On ne va pas aborder toutes les situations de divorce aujourd'hui en fonction des régimes matrimoniaux. Un divorce veut dire qu'on est marié, effectivement, qu'on est concubin ou pacsé, donc pas marié. Le divorce ne s'applique pas en tant que tel au niveau dispositif légal, bien évidemment, même si on est pacsé et concubin, il y a forcément pas mal de choses à régler si le couple venait à se séparer. Mais là, on va aborder le divorce d'un couple marié et plus spécifiquement du couple marié selon le régime de la communauté légale, puisque ça représente 90% des contrats de mariage en France aujourd'hui. Et en fait, le pourcentage bouge très peu, hein. Et donc, on parle de séparation de biens, mais là, on va aborder de manière un peu plus concrète, pragmatique, la partie couple marié sous le régime de la communauté, dans un cas pratique que vous allez voir juste après. Alors, effectivement, ça concerne à la fois l'entreprise individuelle, mais là, on va s'occuper plutôt des sociétés, parce que la plupart de nos clients exercent aujourd'hui en société, enfin, la grande majorité, et avec associé unique, une EIRL, une SASU, ou bien avec une pluralité d'associés. Effectivement, comme vous pouvez le lire sur le stage, est-ce que c'est mieux ou pas d'être plusieurs associés? On va essayer d'y répondre. Il y a un point d'interrogation. Et la réponse, là aussi, n'est pas si évidente que ça. Alors, on va rentrer un petit peu dans un cas pratique, un peu évidemment théorique, pour vous permettre de toucher du doigt ce qui pourrait se passer en cas de dissolution du régime communautaire, donc de divorce. Alors, c'est monsieur et madame bien couverts qui sont mariés sous le régime légal. Ils ont un patrimoine de 800 000 euros, donc on va dire qu'ils sont en deuxième partie de leur carrière professionnelle. Ils sont déjà, entre guillemets, bien installés. Ils ont déjà leur résidence principale qui est payée, qui a une valeur de 300 000 euros. Ils ont investi dans un immobilier de rapport. Alors souvent, c'est le bâtiment professionnel, hein. C'est l'atelier, 150 000. Et ils détiennent 80% de titres d'une SARL dans laquelle monsieur exerce sa profession. La SARL pas dépôt. Et puis, ils ont quelques liquidités de placer, comme tout le monde, comme tout à chacun, livret, plan d'épargne logement, et ainsi de suite. Et monsieur est seul, il n'y a pas de passif personnel pour simplifier les calculs, là, entre guillemets. Et monsieur est seul associé, madame est non associée dans la SARL. Et comme il est à 80%, il a un autre associé à 20%, qui est un salarié important de l'entreprise. Alors, c'est monsieur et madame, donc, bien couverts, décident de divorcer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans un régime légal, donc là, il y a partage du patrimoine en deux. Hein, c'est divisé par deux, tout ça, entre guillemets, de manière arithmétique, ça c'est simple, ça. Et donc, c'est prévu par l'article 1832 du Code civil. Alors, on va revenir un petit peu sur la qualité d'associé, parce qu'on va distinguer, vous allez voir, le titre et la finance. C'est souvent des termes qu'on va essayer de vous expliciter. C'est assez simple, finalement. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition de la société, donc à l'origine. Alors, on va voir un petit peu plus loin qu'on peut y renoncer éventuellement. Et donc sur le partage du patrimoine, c'est la moitié des parts souscrites du conjoint qui fait l'objet donc de la liquidation des biens du patrimoine. Alors, c'est quoi cette notion de titre et de finance? En fait, donc le conjoint, même si le conjoint a renoncé au statut d'associé, alors il y a certainement des personnes qui assistent à la conférence, au webinaire et qui ont déjà vécu ça. Donc, quand on constitue la société, on demande au conjoint de renoncer au statut d'associé, même s'ils sont mariés en régime de la communauté, lors de la création. Donc, ça, c'est une chose. Donc, ça veut dire qu'il renonce au fait d'être convoqué aux assemblées générales, de pouvoir voter en assemblée générale. C'est pour ça que dans ces cas-là, le conjoint ne vote pas les délibérations annuelles, notamment l'affectation du résultat. Par contre, il reste propriétaire de 50% de la valeur de la société, des parts détenues par le couple de la société, c'est-à-dire 50% de la finance. Pas d'exercice des droits sur le titre, mais toujours des droits évidemment financiers. Donc, si la société prend de la valeur,
évidemment, même si le conjoint a renoncé à son statut d'associé, son patrimoine personnel augmente au fur et à mesure de l'évolution de la valeur de la société. Alors, si en cas de divorce, donc il y a deux situations qui effectivement s'affrontent, entre guillemets. Soit le conjoint associé souhaite désintéresser son conjoint non associé, donc futur divorcé, et finance personnellement son désengagement. Alors, soit par l'emprunt, soit lors du partage du patrimoine commun. On lui affecte dans ces cas-là les parts sociales, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Soit en cédant éventuellement ses parts à un autre associé qui voudrait les racheter, et donc pour lui permettre de financer au moins une partie du rachat des parts sociales de son ex-femme. Ça devient un petit peu compliqué, mais ça se pratique. Donc ça, c'est le premier cas. Le plus fréquent qu'on rencontre dans la pratique, en général, le conjoint qui reste effectivement reprend la totalité des parts en désintéressant son ex-conjoint. Soit le conjoint associé ne souhaite pas racheter les parts sociales de son ex-conjoint, soit il n'a pas la capacité de financement. Et à ce moment-là, le conjoint non associé peut récupérer les titres dans le partage du divorce. Alors moi, déjà, dans le vécu, j'ai eu des situations où j'ai eu ce cas-là. La valeur de la société était tellement importante que le conjoint associé dans la société ne pouvait pas racheter les parts sociales de sa société. Ça représentait la quasi-totalité du patrimoine commun des ex-époux. Et donc a dû vendre l'entreprise, vendre ses parts pour effectivement gérer son divorce. Alors, vous voyez la situation de crise que ça peut provoquer d'être dans l'obligation de vendre une entreprise si on ne l'a pas choisie, et qui est la conséquence du divorce. Donc, situation de fait. Alors, si tu veux bien passer sur la slide suivante, Sandrine. Alors, juridiquement, comment ça se passe pour aller un petit peu plus loin? Donc, le conjoint associé qui participe donc à la procédure d'agrément, vous savez que dans une SARL, mais également dans la SAS, l'affectio societatis est fort, et donc on souhaite être associé avec des personnes que l'on connaît, qu'on admet dans la société, pas forcément avec des personnes qui arrivent sans être dans le projet professionnel. Et donc, dans ce cas-là, l'ex-conjoint, futur divorcé, soit obtient l'agrément de la société. Et à ce moment-là, vous voyez, l'époux associé initial tombe à 40% minoritaire, ça veut dire qu'il n'est plus majoritaire, conséquence importante dans l'exercice de ses fonctions. Son ex-conjoint à 40% et son associé qui était déjà présent au début à 20%. Ça, c'est la première possibilité, c'est l'agrément. Soit il y a un refus d'agrément, et à ce moment-là, c'est une situation qui est un peu ubuesque. C'est la société qui doit indemniser l'épouse, ou l'époux, bien évidemment, c'est donc le conjoint. Dans ces cas-là, à hauteur dans le cas de figure, de 175 000 €. Donc, ça passe dans les coûts de la société. Ce qui n'est pas forcément pour plaire à l'associé qui a 20%, par exemple, et qui n'est pas forcément dans la capacité de l'entreprise de le faire. Donc, on revient aussi à des graves difficultés financières. Alors, vous voyez, ces situations peuvent être extrêmement complexes à gérer. Donc, mise en difficulté, je viens d'en parler. Et puis, le cas quand même le plus fréquent quand on arrive à trouver un accord, ce n'est pas toujours simple, mais quand on essaie de trouver un accord, c'est de faire en sorte que monsieur ait dans sa répartition des biens communs 80% des parts sociales de la dite société, donc les 40% qui lui manquent, plus exactement. Et de son côté, à ce moment-là, madame récupère la résidence principale, de l'immobilier de rapport ou des liquidités pour équilibrer le partage et la liquidation des biens du mariage. Donc, ces situations de divorce, c'est quand même relativement complexe à gérer. Et donc, il faut toujours être très vigilant sur la dissociation des notions de titre et de finance et de faire en sorte de limiter les conséquences de cette situation. Mais là, on arrive à quelques réflexions, conseils professionnels sur le sujet pour anticiper et de mieux gérer ce genre de situation souvent très difficilement vécue par les uns et les autres. Merci Jean-Paul. En effet, donc je rebondis sur une réflexion qui peut être menée, c'est celui du coup du choix du régime de la séparation de biens et non celui de la communauté, qui aujourd'hui est conseillé et plutôt répandu chez les chefs d'entreprise, puisque ce régime qui reste protecteur vis-à-vis des créanciers, du coup, consiste en fait à pouvoir
permettre au chef d'entreprise, du coup, d'avoir la possession, en effet, de la valeur de sa structure, si la société, bien sûr, a été créée, post-mariage ou en tout cas, a été créée, du coup, pendant ce régime de séparation de biens. En effet, aujourd'hui, c'est important, certes, de protéger son conjoint également d'une défaillance de l'entreprise, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Et le régime de la séparation va également permettre au chef d'entreprise, du coup, de n'être engagé que sur son propre patrimoine. Pour autant, c'est également la possibilité, hormis le cas de la défaillance, mais en cas de divorce, du coup, de rester propriétaire de ce patrimoine professionnel, du coup, puisqu'il aura été né, sur, ce régime de la séparation. Attention, ce n'est pas toujours évident à mettre en place a posteriori, puisqu'il y a également, toujours, aussi une contrainte de prestations compensatoires, en l'occurrence, en cas de différence de revenus significative entre les 2 conjoints. Ce n'est pas parce que, le conjoint, du coup propriétaire de la société, va récupérer, du coup, la valeur de son entreprise, qu'il ne sera pas redevable d'une prestation compensatoire vis-à-vis de son ex-épouse ou ex-époux, hein. Alors, aujourd'hui, ce que l'on peut, évoquer, c'est que, le contrat de mariage doit s'adapter à la vie de couple des époux et non à l'inverse et que, il peut être, également mis en réflexion un changement de régime matrimonial au cours de la vie, du coup, de nos dirigeants. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus, Jean-Paul, sur Oui, ce sujet? oui, par rapport à ce que j'ai pu vivre dans certaines situations, parce qu'on peut, par rapport à cette présentation, on a l'impression qu'il ne faut plus se marier, quoi. Je suis dirigeant d'entreprise, est-ce que j'ai intérêt à me marier? C'est terrible, ça, hein, comme question. En fait, il faut quand même faire passer, je dirais, les intérêts personnels et familiaux, quand même, souvent avant des impératifs financiers et juridiques, sinon on a du mal à vivre, je crois. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça que j'aborde les choses. Et c'est à nous, en tant que juristes et conseillers financiers, de vous aider à trouver la bonne solution. Oui, je pense qu'il faut toujours se marier. Effectivement, on rencontre de plus en plus de créateurs, et Sandrine me démentira pas, qui sont pacsés, parce que les Mmh. pax durent relativement longtemps aujourd'hui. On vit de manière en concubinage, on se paxe, et puis on finit, entre guillemets, par se marier, si tout va bien. Et c'est heureux. Et peut-être que ça limitera d'ailleurs le nombre de divorces, j'en sais rien, mais j'espère. Et donc, oui, on peut quand même être chef d'entreprise et être marié. Et donc, effectivement, on peut faire évoluer son régime matrimonial. Moi, j'ai accompagné pas mal de clients sur cette problématique-là, et dans différentes situations. Déjà, quand on est marié et qu'on crée son entreprise, donc on est souvent en communauté, et c'est pas facile de faire son changement de régime matrimonial juste avant la création de sa société. Parce que c'est un délai un petit peu long et que, comme je disais, il faut quand même il y a une procédure à respecter. Et donc, souvent, ben, c'est parti en communauté, et puis après, on réfléchit un petit peu. Et donc là, à nous aussi de vous accompagner sur ça. Donc, on peut changer effectivement son régime patrimonial. Le changer, ce n'est pas du tout chacun, hein. D'ailleurs, dans la pratique, j'ai rarement fait des changements, d'accompagner des changements. Je suis en communauté, je passe en séparation de biens, ou inversement. Ce n'est pas noir ou blanc. Aujourd'hui, le droit civil permet de trouver des solutions un petit peu intermédiaires. C'est celles-là dont je voulais vous parler, qui ne sont pas sur le slide là, et que j'ai mis en place avec des clients. Déjà, juste en termes pour démystifier ça, un changement de régime matrimonial, ce n'est pas très coûteux, hein. La loi de 2019 a simplifié les changements de régime matrimoniaux. Alors, il y avait des conditions, il fallait déjà être marié depuis 2 ans, ça a été supprimé, ça ne servait à rien. On peut maintenant changer son régime matrimonial le lendemain de son mariage. C'est un peu bizarre, mais c'est possible. Et surtout, c'est plus soumis à homologation du tribunal. Alors ça, c'est important. Avant, c'était lourd. Il fallait prendre un avocat, un notaire, un avocat, et c'était soumis à homologation du tribunal des affaires civiles, là. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc déjà, c'est simplifié. Et puis, les coûts sont relativement modestes à titre d'information, hein. C'est quelques centaines d'euros. Allez, on va dire 1 000 € bien maximum, hein. Sauf droit de partage important, mais là, 2,5, mais c'est quand même assez exceptionnel. Déjà, c'est ça, assez simple. Ensuite, par exemple, j'ai accompagné des clients qui étaient mariés en communauté et qui ne voulaient pas forcément séparer la totalité de leurs biens, même s'ils avaient conscience des risques présentés par Sandrine. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc, le couple est resté en communauté de biens, communauté légale, mais ils ont prévu que les biens professionnels étaient retirés de la communauté pour en faire des biens propres, dans le cas de figure de monsieur.
moyennant récompense de la communauté. Évidemment, devant un par acte notarié, bien évidemment, c'est très encadré, c'est un acte juridique très important. Et ce qui avait comme avantage de continuer à être en communauté sur l'ensemble des biens, mais que les titres de société soient des biens propres, attribués à monsieur, qui ont été évalués pour faire la récompense, et ce qui permettait de limiter les risques correspondant à ces biens propres, et non pas de risquer la totalité du patrimoine en cas de mauvaises affaires. Première situation. Puis j'ai eu la situation aussi inverse, des gens qui étaient en séparation de biens. On s'aperçoit que la séparation de biens, des fois, on a, comme disait un peu Sandrine tout à l'heure, moi je me suis aperçu que ça déséquilibrait beaucoup les patrimoines. Parce que l'entreprise, au début, elle n'a pas grand-chose, entre guillemets, on démarre dans la vie. Et puis la valeur d'entreprise, si on se débrouille bien, prend de la valeur. Et puis le patrimoine aussi, il reste le patrimoine prend de la valeur, mais pas dans les mêmes proportions et pas dans le même délai. Et donc, en séparation de biens, il est possible de créer ce qu'on appelle les sociétés d'acquet, où on peut mettre des biens communs à l'intérieur d'un régime séparatiste. Par exemple, c'est souvent l'habitation principale, la résidence secondaire quand on en a une, des biens de rapport qui n'ont rien à voir avec l'activité professionnelle, et puis des assurances vie aussi qu'on peut mettre aussi inscrire dans ces sociétés d'acquet, ce qui permet de mixer à la fois les deux régimes. Et donc là, on arrive à répondre aux attentes différentes en fonction des situations des uns et des autres. Et de faire en sorte de prendre les avantages de chaque régime sans renoncer aux avantages d'un changement total. Donc voilà, sur les aménagements du régime matrimonial, le droit civil permet beaucoup plus de choses qu'on ne le croit et qui sont connues du grand public. Merci Jean-Paul. Autre réflexion qu'on peut apporter, c'est la possibilité du coup d'insérer des clauses spécifiques de déclaration de biens propres et de remploi. Alors, ça signifie quoi? C'est aujourd'hui la possibilité à nos créateurs d'entreprises qui vont apporter du capital à une société. S'ils sont mariés sur le régime de la communauté et qu'ils apportent un capital qui provient de leur communauté, forcément, on retombe dans le scénario qu'évoquait Jean-Paul tout à l'heure, du coup, dans le cas pratique, où la valeur de la société appartient à la communauté. Une possibilité aujourd'hui, c'est d'intégrer dans les statuts, permettre de justifier que l'apport en capital par des fonds propres a été réalisé par des fonds propres de notre créateur d'entreprise. Soit ce sont des sommes dont le dirigeant peut prouver la propriété ou l'origine avant mariage. On a l'exemple donc de créateurs d'entreprises qui avaient un livret personnel qui leur appartenait avant mariage, sur lequel il n'y a eu aucun mouvement et qui leur était vraiment de leur propriété. Soit ce sont des sommes qu'ils ont pu recevoir, soit avant ou pendant le mariage, mais par le biais d'une donation familiale ou d'un héritage, qui permettrait de prouver du coup cette possibilité d'emploi de ces fonds dans le cadre du coup de l'apport en capital. Et dans ces deux hypothèses, l'avantage c'est que les parts sociales ou actions du coup ne tombent pas dans la communauté et l'époux du coup ainsi ne pourrait revendiquer la qualité d'associé. Donc c'est aujourd'hui une possibilité que l'on propose et que l'on peut intégrer lorsqu'il y a vraiment une volonté d'écarter le conjoint au moment de la création de l'entreprise. Voilà ce qu'on pouvait évoquer sur cette partie statutaire. Autre réflexion, alors un peu différente là, mais sur lequel on voulait ne pas passer avec Jean-Paul, c'était sur l'importance de la rémunération du conjoint. Aujourd'hui, nombreuses TPE, PME où monsieur, madame sont tous les deux présents dans la structure. Monsieur ou madame sont dirigeants de la société avec le revenu principal du foyer. Et puis, pour répondre aux obligations de statut du conjoint dans la structure, on va mettre en place un statut salarié pour l'époux ou l'épouse, un statut salarié pour lui assurer une couverture sociale, éventuellement la possibilité d'aller chercher des droits Pôle emploi. Tout ça, c'est très important et très protecteur du coup pour le conjoint. Mais attention, il faut absolument aujourd'hui que le conjoint soit rémunéré à son juste temps passé. On voit trop souvent de conjoints qui sont, je dirais, rémunérés de façon peut-être forfaitaire ou certainement partielle par rapport à l'investissement temps. Et malheureusement, on a pu vivre des divorces dans nos clients
ou lorsque tout va mal, et que le conjoint qui se sent lésé, puisque aujourd'hui, il se retrouve pas forcément avec la moitié de la valeur de la société, pas forcément avec le revenu le plus conséquent, se rend compte qu'il a peut-être pas validé les acquis sociaux au même titre que son époux. Et on a vu des litiges prud'homaux venir du coup se juxtaposer déjà à des situations de divorce qui pouvaient être complexes. Et vraiment, on insiste sur cette importance de la rémunération du conjoint à son juste salaire. Voilà. C'était une aparté, mais c'était important pour nous d'aborder ce sujet. Et puis, il reste une dernière réflexion. Je te laisse prendre la parole, Jean-Paul, sur la Oui, très renonciation. rapidement, parce que je vois le temps qui passe aussi. Oui, Donc, on a déjà parlé effectivement de la renonciation à la qualité d'associé du conjoint, effectivement, à bien gérer et à bien adapter les statuts à cette situation-là derrière. Donc, tout simplement, sans être trop long. merci. Donc aujourd'hui, on a parlé en effet défaillance financière, on a parlé divorce. On va aborder un sujet qui est celui de la couverture sociale, aujourd'hui qui est souvent trop insuffisante pour nos chefs d'entreprise en cas malheureusement d'incapacité de travail, d'invalidité. Certes, l'ensemble des entrepreneurs bénéficient d'une couverture sociale, mais pour pouvoir remédier justement à ce besoin de revenus, d'assurer les revenus nécessaires au foyer, il est nécessaire d'aller souscrire du coup des contrats d'assurance prévoyance qui vont permettre d'atteindre l'objectif de rémunération. Donc, on parle d'incapacité de travail quand on est sur de l'arrêt plutôt de courte durée, qui peut aller quand même jusqu'à 3 ans. Puis après, on parle d'invalidité permanente avec des contrats qui peuvent couvrir l'un et l'autre ou seulement l'un. Donc, très important de regarder la qualité des contrats. Si on prend un petit exemple pratique, aujourd'hui, on prend l'exemple d'un dirigeant qui perçoit des revenus mensuels assez conséquents de l'ordre de 10 000 euros. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, son foyer vit en fonction de ce revenu. Malheureusement, les prestations obligatoires versées par la sécurité sociale sont plafonnées. Il percevra aujourd'hui une indemnité plafonnée à 56,35 €, ce qui lui permettra d'obtenir un revenu de 1 690 €. Pour vous dire que c'est forcément peu par rapport à son revenu habituel. Juste pour comparaison, le seuil de pauvreté du coup d'un couple avec 2 enfants est fixé à 2 000 €. Il sera nécessaire pour ce chef d'entreprise d'aller souscrire du coup des contrats de garantie du coup ITIP ici alors 90%, ça c'est à définir en fait aujourd'hui quand on fait le choix d'un contrat de prévoyance. Il est important de définir quel est le niveau de prestation. Est-ce qu'on souhaite des garanties à 75, 80, 85% de son revenu, voire plus? Il y a d'autres conditions également à prendre en compte. Est-ce qu'on peut accepter un délai de carence, c'est-à-dire un délai de franchise, à partir duquel, en effet, le contrat de prévoyance va se mettre en place? Aujourd'hui, ce que nous, on pense par rapport, pour pouvoir doser aussi le coût de ces contrats, qu'il est préférable aujourd'hui de pouvoir garantir des contrats avec certes un délai de franchise acceptable en fonction des finances de l'entreprise et des disponibilités de l'entreprise, 15 jours, 30 jours, mais surtout de bien couvrir des arrêts de longue durée. C'est ce qui est le plus important. Et puis, il va falloir également définir la durée d'indemnisation. Est-ce qu'on est sur une durée d'indemnisation de 30, 90 ou 365 jours, voire plus, puisqu'on voit trop de contrats limités dans leur durée d'indemnisation. Et il est très important également de s'assurer des conditions d'indemnisation. Aujourd'hui, il serait préférable d'avoir un contrat qui puisse vous indemniser pendant 3 ans, avec une possibilité même d'aller, dans un second temps, obtenir une rente invalidité si malheureusement vous n'étiez, vous dirigeant, pas en capacité de reprendre votre activité. Donc ça, c'était déjà une première conséquence de l'arrêt de travail et une obligation pour le chef d'entreprise d'être vigilant au maintien du revenu dans son foyer. Deuxième
notion importante en cas du coup d'arrêt de travail, c'est d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Il faut aujourd'hui forcément penser que l'absence du chef d'entreprise va avoir des conséquences sur du coup la continuité de l'entreprise, qu'il va également falloir faire face à des dépenses supplémentaires pour remplacer ce chef d'entreprise. Donc, c'est d'autant plus marquant lorsque l'entreprise possède un dirigeant qui a des relations interpersonnelles très conséquentes sur le développement commercial. Ce qui est réellement le cas de nos TPE et de nos PME aujourd'hui. Le poids du chef d'entreprise est tellement fort que lorsque ce dernier s'absente, ça peut avoir de conséquences considérables sur la continuité. Il faut donc permettre à l'entreprise de recruter, de rémunérer un manager de transition qui va pouvoir permettre à l'entreprise de se donner du temps et du coup de pouvoir faciliter la continuité d'activité. Il va falloir également pouvoir compenser éventuellement la baisse du chiffre d'affaires et de couvrir tout ce qu'on va appeler les dépenses de réorganisation du coup de l'entreprise. Pour cela, on incite du coup les clients à aller éventuellement souscrire des assurances qu'on va appeler assurances homme-clé, qui vont pouvoir couvrir justement toutes ces conséquences de l'arrêt de travail sur la structure. Alors, ces assurances, bien sûr, elles sont aujourd'hui limitées dans le temps et dans leur montant. Il existe en fait des limites d'âge au-delà desquelles les garanties cessent de s'appliquer, et également des limitations de montant. Donc, il est important de faire évoluer également ces contrats d'assurance homme-clé en fonction de l'évolution de la structure. Toujours qu'il y ait une adéquation entre le contrat et les besoins, soit du coup de revenus du dirigeant, on va en reparler après, mais également les besoins surtout de l'entreprise. Et en aucun cas, ces contrats d'assurance ne remplacent bien sûr ni la personne, ni l'organisation et les engagements juridiques. Alors, quelques réflexions qu'on a déjà pu aborder là sur les slides précédents sur justement l'anticipation de ces conséquences de l'incapacité ou de l'invalidité. C'est bien sûr la mise en place de contrats d'assurance. On a évoqué tout à l'heure les contrats d'assurance indemnité journalière, mais on peut penser aussi aux invalidités, rentes d'éducation. On va en reparler un peu plus tard, du coup, avec la partie décès. C'est surtout vraiment très important aujourd'hui de revoir régulièrement leurs contrats. On se rend compte que aujourd'hui, le créateur d'entreprise, lorsqu'il est en phase de démarrage, il prend le temps de s'assurer, il prend le temps de consulter du coup les assureurs, de comparer. Et malheureusement, après, nos chefs d'entreprise, ils sont la tête dans le guidon, ils avancent et ne prennent pas ce recul suffisant sur l'évolution du coup déjà des risques, également qu'ils peuvent prendre dans le cadre de leur activité, mais également l'évolution de leur niveau de revenu, des besoins de leur famille aussi et des besoins de leur entreprise. Donc vraiment très important toujours de mettre à jour régulièrement ces contrats avec vos assureurs. On conseille, alors l'idéal, ce serait tous les ans, mais après, c'est surtout en fonction des évolutions de la structure et de ce que je viens de lister précédemment. Et puis, ça paraît anodin, mais c'est aussi d'informer le conjoint. Aujourd'hui, trop de conjoints sont désinformés de ce qu'a mis en place le chef d'entreprise dans sa structure. Quelle est l'existence des contrats et les modalités de leur mise en œuvre. Donc, vraiment, ne pas hésiter à communiquer avec son conjoint, époux, épouse sur les dispositifs qui ont pu être mis en place. Je te laisse compléter peut-être, Jean-Paul ? Oui, je dirais deux petits points là qui ont été précisés là, une question pratique. Vous savez que les contrats d'assurance indemnité journalière, invalidité, rente d'éducation sont déductibles dans le cadre de la loi Madelin. Tout le monde connaît ça. C'est maintenant relativement ancien. Donc, ça permet de déduire les cotisations. Très bien. Par contre, la conséquence est souvent méconnue, c'est que les prestations, quand la maladie arrive ou quand l'invalidité arrive, c'est que les prestations sont imposables. Et donc, moi, je ne suis pas toujours convaincu du fait de déduire systématiquement les contrats d'assurance.
au niveau fiscal, puisqu'on s'aperçoit, nous, dans la pratique, que quand il y a des prestations et qu'il y a un maintien des niveaux de… ben, finalement, l'entreprise, pendant un mois ou deux, ben, finalement, elle se porte plutôt bien et on maintient ses rémunérations. Et ben, on se retrouve avec des revenus imposables plus importants si on cumule les revenus habituels plus les revenus de prestation. Ça paraît un petit peu étonnant, mais on se retrouve avec des revenus supplémentaires et qui sont fortement taxés. Et avec des impôts bien plus conséquents que la déduction de quelques centaines d'euros ou milliers d'euros, souvent centaines d'euros annuels. Donc, c'était une réflexion. Et puis, en t'écoutant, Sandrine, et on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé du tout de la retraite, alors on ne se préoccupe pas. Mais dans la protection du conjoint et de sa famille, ben, il y a aussi l'histoire de la retraite quand même. Effectivement, on ne s'en préoccupe pas forcément à 30 ou 40 ans. À 50 ans, on commence à s'en préoccuper un peu plus. Et c'est pareil aussi, il faut aussi aborder des sujets de mise en place de contrats épargne-retraite sous différentes formes. Ce n'est pas le sujet du jour, mais qui sont nécessaires aussi pour protéger le conjoint, puisqu'il va avoir une baisse de revenus conséquente au moment de sa retraite. On sait aujourd'hui qu'on touche environ 50%, en gros, 50% de ses revenus récurrents précédents. Donc, ça fait des grosses baisses de revenus par rapport à un niveau de vie qui n'a pas tendance qui ne baisse pas entre 60 et 75 ans en général. Et donc, c'est pareil, il faut également mettre en place des contrats de capitalisation retraite. Alors, pas forcément qu'on crée son entreprise, mais évidemment dans le temps et en fonction des opportunités et des capacités à les mettre en place dans le temps. Effectivement, la priorité, c'est les contrats indemnités journalières en premier, et puis la retraite plus tard, quand on en a plus les moyens. Et puis, effectivement, une autre piste de solution plutôt juridique à ce niveau-là. On reparle des statuts adaptés et cohérents, là. Il faut bien comprendre qu'un dirigeant qui est donc en incapacité, alors qui n'a pas une petite grippe hein, ou un Covid bien soigné là, en ce moment-là, mais qui est carrément en situation d'accident, par exemple, qui est placé dans le coma. On a des situations d'incapacité juridique, quelqu'un dans le coma, hein, j'ai déjà rencontré ça, accident de la route, dans le coma, ou bien qui fait un burn-out. Alors, on en rencontre de plus en plus, les dirigeants d'entreprise sont soumis à un tel stress aujourd'hui que les burn-out sont malheureusement de plus en plus fréquents. Et donc, il est en incapacité d'exprimer en fait sa volonté dans ces cas-là. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus exprimer sa volonté en tant que dirigeant? Qu'est-ce qui se passe au jour le jour? Qui paye les salaires? Ah, je fais un virement. Bah non, un virement, normalement, c'est sous l'autorité du chef d'entreprise. Hein. Qui paye les factures? Qui signe les contrats? Donc, toutes ces questions-là viennent de manière rapide dans l'entreprise. Et donc, il faut remplacer de manière provisoire le dirigeant d'entreprise pour faire face au fonctionnement de la société normale. Alors le Code civil prévoit déjà des choses dans ces cas-là, en cas d'incapacité juridique du dirigeant. On ne parle pas du décès, là, hein, c'est d'incapacité temporaire importante, hein, pour des raisons physiques ou mentales. Et donc, le Code civil prévoit des choses, mais c'est des régimes que vous connaissez un petit peu, tout le monde connaît ça, les régimes de tutelle ou de curatelle. Alors, à titre d'information, c'est des solutions judiciaires prévues par la loi, mais le problématique, c'est que c'est très long à mettre en place et que ça ne correspond pas du tout au calendrier de la vie de l'entreprise, hein, où il faut payer les salaires dans une semaine et dans un mois. Et donc, à ce moment-là, il faut pouvoir donc, réagir plus vite. Et les questions qui se posent, c'est que, déjà eu le cas aussi, on va réunir une assemblée générale pour remplacer le gérant provisoirement et désigner par exemple le conjoint. Hein, c'est souvent ce qui vient à l'esprit. Et oui, mais qui convoque une assemblée générale? Quand vous regarderez vos statuts, pour ceux qui sont en société, si vous les lisez bien, c'est uniquement le gérant en général qui a le droit de convoquer une assemblée générale. Et donc, pour convoquer déjà l'assemblée générale, le gérant n'étant plus là, on ne peut pas la convoquer. Donc, elle ne peut pas se tenir. Donc, on ne peut pas remplacer le gérant. Donc, on ne peut pas prendre de décision. Ça, c'est dramatique. Et donc, une des solutions qui est à mettre en place, c'est déjà d'adapter les statuts pour prévoir ce type de situations qui sont rarement prévues dans les statuts, y compris dans les statuts FICAMEX, qu'on aura à faire évoluer certainement dans le temps. Et donc, c'est de conclure un mandat de protection future qui est prévu par également le Code civil et qui est une mesure conventionnelle qui permet donc à chaque personne d'anticiper les conséquences de son éventuelle inaptitude ou dépendance suite à une maladie ou un accident de la vie. Et en fait, ça consiste à désigner par avance une ou plusieurs personnes de confiance, qu'on appelle des mandataires, qui aura pour mission de vous représenter en cas d'inaptitude, avec un cahier des charges précis, c'est-à-dire qu'on lui détermine exactement ce qu'il peut le faire et ce qu'il ne peut pas faire dans certains cas, évidemment.
Et donc, cette mandat de protection future, il se met en place en 3 phases, hein. C'est une phase de rédaction d'un mandat qui peut être soit sous seing privé, assez simple, c'est un CERFA d'ailleurs, c'est un document CERFA prévu par les textes, soit un document, évidemment un acte notarié qui peut également faire office de mandat de protection future. Et en fait, la mise en œuvre de ce mandat se fait sur la base d'un certificat médical, hein, dressé par un médecin habilité, évidemment, pour constater l'incapacité du dirigeant. C'est important quand même, ce constat, et qui est seulement porté au tribunal, qui est visé par le greffier du tribunal, et qui permet de mettre en place un mandataire donc, pour convoquer l'Assemblée générale et désigner le futur gérant temporaire de la société sans l'intervention d'un juge. Donc ça va beaucoup plus vite. On fait le constat de l'incapacité et c'est une histoire de quelques jours. C'est assez simple. Évidemment, troisième phase, le mandat est temporaire et donc évidemment, il se termine lors du rétablissement du dirigeant, ce qu'on lui souhaite bien évidemment, ou malheureusement en cas de décès. Alors ça a beaucoup d'avantages, hein, ce mandat de protection future. Ça permet d'organiser à l'avance la protection des biens, à la fois personnels et professionnels. Ce ne sont pas beaucoup de professionnels, mais là aussi, on peut demander au mandataire de gérer ses actifs personnels. Par exemple, on a plusieurs appartements, on investit dans plusieurs appartements, mais il faut s'en occuper, hein, qui ne sont pas en commun avec le conjoint. Donc, le conjoint n'a pas de droit dans ces cas-là. Donc, le mandataire peut s'en occuper. Puis, il y a évidemment les biens professionnels et la désignation d'un gérant pour s'en occuper. Et ça évite les mesures, donc, comme je disais, de protection judiciaire lourdes, et souvent longues et inadaptées à la vie de l'entreprise. Moi, je l'ai vécu, c'est pas possible, hein. Ça dure des mois et pendant ce temps-là, l'entreprise périclite, hein. Malheureusement, j'ai vu des entreprises péricliter et passer directement en liquidation judiciaire. Et bien, il a pu en plus, c'est quand même plutôt entre guillemets sympa, c'est qu'on peut choisir librement de son vivant comment tout ça, ça va se passer. Alors, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir un certain nombre de choses. Notamment, on peut prévoir ce mandataire qui est en général une personne de confiance. C'est souvent le conjoint d'ailleurs, hein, dans la pratique, mais pas forcément. J'ai vu des cas où ce n'est pas forcément le conjoint, mais une personne de confiance en qui on a vraiment confiance pour s'occuper de nos affaires et de nous si on est en situation d'incapacité. Et donc pour assurer la continuité de la société jusqu'au retour du dirigeant. Alors ces mandats pour protection future, vous avez vu dans les statistiques, il y en a très peu encore mis en place, malheureusement. Alors ça commence à se développer. Nous, on pense que c'est vraiment une mesure indispensable pour chaque dirigeant d'entreprise. Ce n'est pas des coûts très importants de mise en place, hein, ça reste une histoire de 1 000 €, hein, je simplifie, de mise en place seulement, hein, à titre d'information. Donc, ce n'est pas quelque chose de très lourd, mais qui est extrêmement rassurant et sécurisant pour le dirigeant d'entreprise, mais surtout, j'ai remarqué ça, pour le conjoint et ses enfants. Alors, quand les enfants commencent à avoir conscience en fait, des réalités économiques du monde dans lequel on vit, mais c'est rassurant pour les proches en fait. Et donc, on vous conseille fortement de cette mise en place et on peut vous accompagner pour ça. Voilà Merci sur ce mandat. Jean-Paul, sur ce focus sur le mandat de protection future. On va aborder du coup la quatrième partie du coup de notre webconférence, c'est le décès. Alors le décès, malheureusement souvent brutal. Aujourd'hui, on veut évoquer avec vous les enjeux d'anticiper aujourd'hui les conséquences du décès. C'est que malheureusement souvent les conjoints, les héritiers, mais également le chef d'entreprise méconnaît les modalités de transmission du coup aux conjoints et aux héritiers réservataires. Il est important du coup de comprendre et d'anticiper justement quelles vont être les conséquences du décès en cas de disparition de notre chef d'entreprise. Il est également important d'anticiper les incidences financières qui vont être multiples malheureusement suite au décès. Tout d'abord, la conséquence première, ça va être le blocage des comptes bancaires. En entreprise individuelle, c'est catastrophique. À partir du décès, tout s'arrête. Et aujourd'hui, ça peut mettre du coup les entreprises en grande difficulté. Même chose en société, s'il n'y a pas de possibilité de nomination d'un nouveau gérant dans la structure, pareil, on se retrouve en situation de complet blocage. Aujourd'hui, c'est également des conséquences importantes. On parle du compte bancaire, mais comme évoquait Jean-Paul tout à l'heure, c'est également des conséquences sur la gouvernance de la société, puisque on se retrouve dans une situation où qui va pouvoir donner du coup les ordres de paiement auprès des fournisseurs, qui va être en capacité aujourd'hui de virer les salaires, qui va pouvoir
permettre de continuer du coup à l'entreprise de fonctionner. Si on n'a plus le chef d'entreprise et qu'aucun dispositif n'a été mis en place, tout est bloqué. Puis un dernier point, c'est les incidences fiscales très fortes. Il s'avère que les droits de succession ont des coûts. Les capitaux d'essai perçus ont l'avantage de permettre le déblocage de liquidités, mais ça a aussi des conséquences importantes en termes de fiscalité pour les sociétés. Donc aujourd'hui, c'est l'enjeu de l'anticipation, c'est vraiment de pouvoir prévoir, de pouvoir chiffrer avec, auprès de nos dirigeants et chefs d'entreprise les conséquences du décès et de pouvoir mettre en place, du coup, éventuellement, des dispositifs civils ou assurantiels derrière. Alors justement, c'est ce qu'on va aborder. Du coup, ici, c'est comment anticiper, comment allier du coup la continuité de l'entreprise et la protection du conjoint. Donc, il existe aussi des possibilités que le droit civil nous apporte, avec bien sûr des possibilités de mise en place de mandats à effet posthume. On va évoquer ce point juste après. Mais c'est également de permettre du coup de réaliser aussi une vente dans de bonnes conditions. C'est d'éventuellement pouvoir étudier une continuité d'activité. Et pour pouvoir réaliser ces différentes étapes, eh bien, il faut pouvoir être accompagné. J'ai eu l'occasion, malheureusement, pareil, d'accompagner la conjointe d'un chef d'entreprise qui est décédé brutalement, et c'est souvent trop rapide. On était en entreprise individuelle, tout est stoppé, et aujourd'hui, on était pourtant en opération de cession d'entreprise, et sans maintien en fait de l'immatriculation de l'entreprise, on ne peut plus rien prévoir, on ne peut plus avancer du tout. Donc c'est lourd de conséquences pour les héritiers également derrière. Et puis comme évoquait Jean-Paul à l'instant, on a également vu des sociétés sur lesquelles rien n'avait été anticipé, et le conjoint se trouve démuni, puisque s'il n'a pas de droit de gérance dans la structure ou de mandat du coup prévu, il ne va pas pouvoir prendre de décision immédiate dans la structure, et on voit des sociétés péricliter complètement et se retrouver en situation de dépôt de bilan. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs questions. Il va y avoir tout d'abord la question de répondre au maintien du revenu au sein du foyer. Comme on a pu l'évoquer tout à l'heure par le biais du coup des contrats prévoyance, de la même façon, on a la possibilité de compléter les capitaux versés par la sécurité sociale, qui sont réellement très faibles par rapport aux besoins du coup pour du coup les ayants droit restants du coup. Il va falloir aller souscrire des contrats éventuellement, peut-être de rente éducation, selon qu'on ait des enfants qui sont éventuellement encore jeunes ou en cours d'études, éventuellement des contrats avec des rentes conjoints. Mais c'est également des intérêts qui vont pouvoir tomber après sur un capital d'essai. Tout ça, ce sont des outils qui vont permettre au chef d'entreprise de protéger du coup son foyer s'il venait à partir brutalement. Là, il y a un petit exemple chiffré qui permet de mettre en avant la mise en place de différents contrats qui permettent du coup aux conjoints survivants de bénéficier de revenus annuels complémentaires. C'est également, comme dans le cas de l'invalidité ou de la capacité, mettre en place du coup des contrats assurance qui vont faciliter la bonne marche de l'entreprise pour pouvoir, comme on évoquait tout à l'heure, recruter, financer un manager de transition. C'est permettre également à l'associé restant d'indemniser éventuellement le conjoint, et puis permettre aux héritiers d'avoir des liquidités financières suffisantes pour pouvoir payer les droits de succession. Donc, il existe différents contrats. On a parlé tout à l'heure du contrat assurance homme-clé, mais on peut également mettre en place ce qu'on appelle des assurances croisées qui vont permettre, en cas d'associés du coup différents dans la structure, de permettre, grâce
à la perception de ce capital la possibilité de racheter les parts sociales du défunt par l'associé survivant. Et c'est également des assurances droits de succession qui vont permettre également le versement d'un capital aux enfants du défunt. Voilà, ça, on est plutôt sur des mesures, on dirait, assurantielles, qui aujourd'hui vont permettre d'anticiper les incidences, en l'occurrence sociales et financières, du coup, pour la famille. Alors, après toutes ces méthodes dites plutôt assurantielles, il est également, possible de prévoir plutôt, des, solutions de droit civil, heu, souvent mal connues. On l'a vu tout à l'heure par le petit quiz, du coup très peu de mandats mis en place, donc la possibilité aujourd'hui, éventuellement, de modifier les statuts pour faciliter la désignation d'un nouveau dirigeant. Si c'est possible et si c'est adapté, du coup à l'entreprise, de prévoir peut-être une gouvernance partagée. On pense aujourd'hui au cas de nos sociétés civiles immobilières sur lequel on va être vigilant à nommer plusieurs co-gérants, dans les SCI pour éviter, s'il arrive quoi que ce soit à l'un des gérants, de façon brutale, de permettre, du coup aux conjoints survivants éventuellement de pouvoir continuer à prendre des décisions de gestion dans la SCI. Et puis, c'est d'anticiper, éventuellement la succession aussi de l'associé défunt par la mise en place de mandats à effet posthume qui vont faciliter cette phase du coup de transition. Donc, on souhaitait, comme tout à l'heure pour le mandat protection future, faire un petit focus sur ce mandat à effet posthume qui est récent, qui est entré en vigueur du coup le 1er juillet 2017, qui aujourd'hui, ce mandat à effet posthume, du coup, va permettre, du coup, comme on a évoqué tout à l'heure avec la protection future, lorsque nos chefs d'entreprise sont bel et bien vivants, de prendre la décision de nommer des mandataires, un, plusieurs, personnes physiques, personnes morales, qui vont pouvoir, du coup, avoir procuration dans la gestion et dans l'administration du patrimoine du défunt. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien sûr, de ne pas, mettre de côté, les héritiers et les droits des héritiers, surtout pas, mais c'est surtout de faciliter, du coup, la gestion, du coup, du patrimoine, lorsque, bah, les héritiers peuvent être mineurs, peuvent être, malheureusement désintéressés aussi de cette gestion de patrimoine ou pas en capacité, de gérer. Et l'idée, c'est vraiment qu'une personne, un mandataire, puisse gérer au mieux dans leur intérêt. Ce mandat, il est aujourd'hui, donc, comme je l'évoquais, réalisé par un notaire. Ce notaire va avoir l'obligation de faire un suivi particulier, en tout cas d'exiger un suivi annuel, un suivi de gestion réalisé du coup par le mandataire. Le mandat est de 2 ans. Peut-être que 2 ans seront suffisants à faciliter la transmission ou pas. Et il peut aller jusqu'à 5 ans sur décision du juge. Aujourd'hui, c'est vraiment des solutions, comme on évoquait, pourtant assez simples à mettre en place, mais qui sont très peu connues et qui malheureusement mériteraient d'être plus mises en place pour pouvoir éviter des situations de blocage ou de conflit entre les héritiers au moment justement de la gestion de ce patrimoine du défunt. Donc, voilà également un apport du droit civil dont on voulait vous faire part. On arrive déjà sur la phase de conclusion qui aujourd'hui nous permet de rappeler brièvement ce qu'on a pu évoquer précédemment. Je te laisse peut-être conclure, Jean-Paul, si tu le veux C'est bien. gentil, Sandrine. Oui, on va conclure assez rapidement parce qu'effectivement, le temps passe vite, hein. Mm. Bon, donc, la protection du dirigeant et de sa famille, effectivement, c'est un intérêt majeur pour l'ensemble des parties prenantes, hein. Faut vraiment s'en occuper avec, je pense, avec sérénité et pragmatisme, hein. C'est toujours un sujet délicat, hein, d'aborder son décès, son incapacité ou une grave maladie. C'est quand même pas des sujets habituels. Je m'aperçois quand même que la nouvelle génération des dirigeants d'entreprise aborde ces sujets-là de manière bien plus ouverte que précédemment. C'est des sujets qu'on n'abordera jamais avec nos clients il y a quelques années. Au début de ma carrière, aujourd'hui, on aborde ça, je dirais, de manière plus sereine, plus pragmatique.
c'est vrai qu'il y a plus d'outils aussi qu'à une époque. Et ces rapports au pouvoir et ces rapports à l'argent, à mon avis, sont également un peu moins euh, un peu moins, un peu moins difficiles à aborder. Il vaut mieux avoir un peu plus de clarté et de transparence sur tout ça. Alors effectivement, donc, sur le slide suivant, on indique que c'est l'anticipation, hein, vous avez bien compris. L'idée, c'est d'anticiper tout ça, c'est de faire un point clair sur la situation du dirigeant, avec l'expert comptable ou le notaire, bien évidemment, qui est partie prenante, hein. Et avec quelques points rapides qu'on a listés ici pour voir dans quelle situation, qu'est-ce qui se passe. Faire une liste des héritiers, le bilan de la situation patrimoniale du dirigeant, qui comprend à la fois son parti professionnel et personnel, l'évolution de sa situation financière et juridique, fiscale et sociale. Évidemment, en tenir compte parce que la vie, malheureusement ou heureusement, change. On peut aussi positiver sur des changements de vie. Et il faut effectivement tout de suite se poser la question, mais d'en tirer toutes les conséquences, ce qui n'est pas toujours fait. Et puis d'en déterminer une feuille de route à suivre, et puis sur différents cas de préconisation et des actions à mettre en œuvre, et surtout de priorisation de ces actions. Alors, on a listé un petit peu les choses qui nous paraissaient qu'on a abordé le plus, hein. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est souvent un mixte, vous avez vu, de plein de solutions complémentaires qu'il faut mettre en place, des solutions juridiques en droit civil, souvent assez méconnues, mais on est là pour vous aider à vous y retrouver avec le notaire. Des mesures de droit commercial liées au statut des sociétés SARL ou SAS, et puis des notions de droit de protection sociale du dirigeant et sur les incidences sociales et fiscales. C'est toutes ces notions-là qu'on peut articuler pour répondre progressivement aux évolutions de la situation du dirigeant. Et donc, en fait, dans la pratique, on peut faire beaucoup de choses au fil du temps, progressivement. On ne fait jamais tout d'un coup dans ce genre de choses. On les fait évoluer. Je dirais, on construit le mur pierre après pierre pour pouvoir répondre aux attentes du dirigeant. Et en fait, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est pour accompagner nos dirigeants, c'est de faire un crash test. Alors déjà, quand on dit crash test, c'est un petit peu fort. C'est tout simplement de prendre le temps de s'asseoir autour d'une table et puis de discuter de ce sujet-là particulièrement. Parce qu'en général, on n'a pas forcément le temps de s'en occuper au moment d'arrêter les comptes, même si on en parle forcément. Mais de prendre le temps pour ce sujet particulier, de se poser en fait, de prendre un peu de recul, hein. Et puis nous, on a une liste de questions et puis voilà, si vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment vous êtes couvert? Ah, je pense que j'ai un contrat, il faut le retrouver. Donc on est là pour vous accompagner avec une liste de questions et de tirer derrière évidemment des axes d'amélioration pour mieux être couvert, pour mieux anticiper des situations dramatiques pour soi, pour son entreprise et surtout pour sa famille qui sont très démunies dans ces cas-là, par expérience. Voilà, donc on peut effectivement y travailler avec vous. Et c'est un sujet qui serait extrêmement intéressant. Moi, je l'ai fait pour moi, à titre d'information. Je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie professionnelle. J'ai gardé trace de ça, entre guillemets. Et effectivement, aujourd'hui, mes attentes sont peu tous les mêmes, bien évidemment, quand j'avais 40 ans, quand, entre guillemets, je me suis associé et installé en tant qu'expert comptable au sein de Ficamex. Et évidemment, mes besoins et ma situation de famille aujourd'hui. Et je me suis aperçu qu'en prenant des mesures au fil du temps, on arrivait à avoir une certaine cohérence et que ça rassure. Moi, ça me rassurait. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, je me suis aperçu que ça rassurait beaucoup plus mes proches. Les gens avec qui on travaille déjà dans l'entreprise, parce qu'ils se disent, non, si le patron n'est plus là, qu'est-ce que je deviens demain? Et ça, on ne se rend pas compte. Mais pour eux, c'est important que leur patron, que leur employeur prenne conscience de sa vulnérabilité. On est tous vulnérables, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, qu'il y ait des mesures qui soient prises dans la société pour pallier à ces situations extrêmes. Et puis, évidemment, dans son entourage privé. Voilà, on peut faire évoluer beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est des sujets sur lesquels on peut apporter des solutions quand il y en a. Il y a quelques cas, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Merci Voilà.
Jean-Paul pour ces quelques mots en effet de conclusion. On voulait vous laisser la possibilité donc de réactiver vos micros si vous le souhaitez bien sûr, et éventuellement de nous poser des questions sur bah, voilà, les différents points qui ont pu être abordés précédemment ou des questions peut-être sur voilà, un élément précis en termes de protection qu'on n'aurait peut-être pas suffisamment abordé ou qui n'aurait pas été assez clair. Donc, on vous laisse la parole. N'hésitez pas à vous exprimer si vous le souhaitez. Je vous en prie. Qui va oser prendre la parole? Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. J'avais une question, on parlait de bilan patrimonial, de crash test là, mais ça coûte combien aux dirigeants d'entreprise pour un bilan patrimonial assez simpliste, on va dire, pour faire un petit peu un état des lieux d'ensemble? Vous avez évoqué les différents coûts des moyens en fait possibles, là, des mandats, mais en fait cet état des lieux représenterait un coût de combien à peu près pour un dirigeant lambda classique, quoi? Merci de la question. Je vais laisser Jean-Paul répondre. Ouais, c'est effectivement une bonne question. Effectivement, ça m'est sorti de la tête, j'en ai pas parlé. Un bilan patrimonial, effectivement, c'est de faire un point tout simplement sur la situation patrimoniale globale du dirigeant. Sa situation de mariage, sa situation, son nombre d'enfants, s'il a fait des donations, sur ses actifs financiers, sur ses dettes, sur ses notions budgétaires aussi de revenus et de maintien de revenus en cas d'arrêt ou de maintien de revenus en cas de retraite, j'en ai parlé un peu. Donc ça, c'est un bilan patrimonial. En fait, le tarif est fonction évidemment de l'importance du patrimoine. Hein, ce n'est pas le même tarif pour un patrimoine d'une petite taille que d'un patrimoine plus important. Le tarif commence à 1 200 € pour un patrimoine courant. Donc, c'est le budget pour faire un bilan patrimonial. Évidemment, le budget moyen est autour de 1 800 € à titre d'information. Très bien. Pour faire le point. Merci. Autre question, Jean-Paul. J'ai commencé par une entreprise individuelle. Est-ce que je peux changer de statut? Donc oui, bien sûr, mais Oui. Tu me laisses répondre à ça, Sandrine. alors je peux répondre en effet, oui, bien sûr. Aujourd'hui, le statut d'entreprise individuelle n'est pas figé. On a tout à fait la possibilité aujourd'hui d'évoluer sous une forme plus protectrice qui serait la mise en société. Par contre, ça nécessite quelques formalités juridiques et également une notion d'apport ou de cession de l'entreprise individuelle à une future structure, puisque on va créer une nouvelle personne morale qui serait aujourd'hui une société et qui ferait l'acquisition du coup de l'entreprise individuelle qui a également une valeur certaine. Alors après, tout dépend bien sûr de l'activité, de l'antériorité de l'entreprise individuelle. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, mais bien sûr, c'est possible. Par contre, ça a des coûts et il faut toujours en mesurer l'intérêt fiscal, social, juridique. Donc, on ne modifie pas une entreprise individuelle en société sans en mesurer les impacts derrière. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Paul? Non, c'est bien exprimé, oui. Mais c'est intéressant comme question dans le sens aussi, moi, par expérience aujourd'hui, avec mes cheveux blancs là, sur le côté, là, un petit peu partout, c'est effectivement aujourd'hui, il faut savoir faire évoluer sa forme d'exercice professionnel, entreprise individuelle, SARL, SAS, pourquoi pas. Savoir faire évoluer son statut social. À un moment, c'est plus intéressant d'être gérant d'une SARL. D'autres moments, on peut considérer que c'est plus intéressant, dans certaines situations, d'être en présidence de SAS en statut salarié, comme certains le savent. Ça aussi, ça évolue et savoir faire évoluer, comme on disait, même son régime matrimonial, j'en ai parlé, en commun accord et bien évidemment avec son conjoint. Et donc, c'est savoir faire évoluer ça dans le temps. Effectivement, on s'aperçoit que l'environnement économique évolue et que l'environnement juridique évolue beaucoup aussi. Hein. Et donc, il faut être un petit peu, sans être à la mode, hein, ce n'est pas la peine d'être à la mode surtout, il faut laisser passer les modes, mais il faut être attentif à ce qui se passe et aux évolutions et de trouver la meilleure solution pour chacun d'entre nous en tant que dirigeant d'entreprise.
Autre question, je suis associée dans une société avec d'autres personnes. Comment me protéger, comment protéger le risque de décès ou d'invalidité d'un de mes associés? Alors, on a parlé succinctement tout à l'heure de possibilités d'assurance, en effet, de contrat assurantiel, là, si c'était cette notion plutôt d'assurance qui pouvait être mise en place. Mais on peut aussi protéger, j'imagine, les associés, si c'est ce qui était évoqué derrière, peut-être par la mise en place de pactes d'associés, ce qui semble très important. On n'a pas parlé de ce point-là. Il y avait tellement de choses à dire ce soir qu'il a fallu faire des choix. Mais c'est vrai que la mise en société nécessite, lorsqu'on est des tiers, hein, vraiment étrangers ou pas, mais en tout cas de mettre en place au moment de l'association un pacte d'associés qui va permettre justement de retranscrire toutes tout ce qui peut arriver dans la vie d'une entreprise en cas de décès, en cas d'invalidité, qui est prioritaire au rachat des parts, est-ce que le conjoint, du coup, en effet, est associé de la structure ou pas. Bon, voilà, il y a différentes choses qui peuvent être prévues et écrites en amont quand tout va bien sûr. Je pense à ça, Jean-Paul, après peut-être autre chose? Oui, oui, sur le pacte d'associés, tu as bien fait d'intervenir en développant un peu, parce qu'on n'en a pas parlé suffisamment. Non, c'est vrai. C'est extrêmement important, un pacte d'associés. Alors, essentiellement, on le met en place quand c'est des associés tiers. Quand on a des monsieur, madame dans la société, on ne fait pas de pacte d'associés, justement. Les régimes matrimoniaux, ceux dont on a parlé ce soir, et Il y a largement beaucoup de pactes. les pactes d'associés avec des associés tiers. Et puis, donc, effectivement, on a parlé tout à l'heure dans le support, c'était juste noté, ce qu'on appelle les associations, les assurances croisées. Chaque associé s'assure sur le décès sur sa tête et met en tant que bénéficiaire. On ne met pas, comme d'habitude, l'époux, le conjoint et à défaut les enfants, mais on met l'autre associé. Ce qui permet, en cas de décès, je décède aujourd'hui, mon associé aura les moyens de racheter mes parts par le capital décès qu'il touchera. Ce qui permettra indirectement de protéger ma famille, parce que forcément, ma femme, mes enfants, comme ça, auront la vente des parts sociales à un prix normal et facilement payé par, entre guillemets, l'associé bénéficiaire. Vous voyez, tout le monde est gagnant dans cette opération-là. Donc ça, c'est effectivement un conseil à mettre en place sur des sociétés où il y a des associés qui ne sont pas du même foyer fiscal. Bien, merci Jean-Paul de ce complément. À nouveau, une question plutôt assurantielle. À quel moment mettre en place une assurance homme-clé? Pour un type de structure, pour un certain seuil d'engagement? Alors, c'est vrai, aujourd'hui, répondre à cette question de l'assurance homme-clé, elle est surtout liée à des structures où l'importance de l'intuitu personae, du coup, du dirigeant dans la structure, avec cette notion un peu de personne irremplaçable dans l'entité. C'est vrai que l'assurance homme-clé va avoir tout son intérêt puisque ça va avoir de conséquences lourdes lorsque on va se séparer brutalement ou un temps donné du dirigeant, avec malheureusement des impacts en termes de volumétrie d'activité ou de désorganisation. Il peut être judicieux en effet de mettre en place une assurance homme-clé. Et puis, elles sont de plus en plus exigées également par les banques. On voit aujourd'hui, lorsqu'il y a des engagements financiers importants, les banques exiger du coup la mise en place d'assurances homme-clé pour justement pouvoir contrer ou compenser les conséquences du coup de la disparition du dirigeant ou de l'absence du dirigeant. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Oui, Jean-Paul, par ton oui, expérience? je partage tout à fait ça. Dans la pratique, je me suis aperçu, en fait, on met en place les assurances hommes-clés, mais quand un dirigeant est incapable, comme je disais, temporairement ou malheureusement disparu, en fait, on ne trouve pas facilement des personnes pour le remplacer. On a le budget, mais on ne trouve pas la personne pour le remplacer. Et l'assurance ne marche pas. Donc, il faut bien regarder le contrat. Par expérience aujourd'hui, j'en regarde de très près. J'en vois pas beaucoup, mais quand je les vois, je les regarde de très très près pour voir les modalités. Parce que si on ne trouve pas la personne pour remplacer, c'est souvent le dirigeant, hein, dans nos TPE, PME, c'est le dirigeant qui est l'homme clé. Pas seulement, mais souvent. Mais des directeurs commerciaux, tu avais raison de parler de ça dans certaines activités commerciales. Donc, faut être vigilant là par contre sur la bonne définition du contrat. Il n'y a pas de contrat type.
Voilà, juste en complément de ça. C'est aussi, je pense, anticiper à une personne, c'est-à-dire prévoir aussi un soutien en interne des entreprises, c'est-à-dire un relais. Aujourd'hui, le dirigeant porte souvent trop de responsabilités ou trop de connaissances et ne partage suffisamment pas assez avec, un soutien au sein de l'entreprise qui pourrait prendre le relais. Alors certainement pas de façon, égale, mais au moins de tempérer du coup l'absence du chef d'entreprise. Mm. Et ça, ce ne sont pas des contrats d'assurance, c'est juste de la formation, de l'organisation interne en tout cas. Autre question, Jean-Paul. J'ai des structures patrimoniales principalement immobilières, donc pas d'activité économique. Est-ce que je peux aussi mettre en place des mesures? Ah oui, c'est particulièrement là qu'il faut mettre en place des mesures, je dirais. Particulièrement, encore plus, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, on pense aux sociétés civiles immobilières, je pense, là. Mmh. Il y a aussi des sociétés civiles de gestion de titres. Souvent des holdings qui ont vendu leurs filiales, on se retrouve avec des sociétés civiles de gestion de titres ou d'actifs financiers. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'actions à mettre en place dans ces cas-là. Souvent, on est sur des phases de sa vie, on est plus aussi sujet à des graves maladies ou malheureusement à des disparitions, là. Donc, il faut l'anticiper. Oui, toutes ces mesures sont parfaitement applicables à ces situations-là. Qui plus est. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de dirigeants d'entreprise gardent aujourd'hui des sociétés holding longtemps. On leur dit, bah, vous allez les garder toute votre vie, parce que c'est difficile à faire disparaître, pour surtout des raisons fiscales d'ailleurs. Puis des sociétés civiles immobilières sur la gestion de patrimoine immobilier, on les garde toute sa vie, on les transmet aussi à ses enfants d'ailleurs. Et donc justement, ça permet d'être très adapté à ces projets futurs de transmission. On n'a pas parlé de transmission beaucoup ce soir, c'est aussi un sujet, transmission sous forme de donation, au conjoint d'ailleurs ou à ses enfants. Et donc la société est un super outil pour permettre cette transmission de patrimoine. Très bien. Merci Jean-Paul, en effet, sur cette réponse. On reste encore à votre écoute, hein, s'il nous reste encore un peu de temps, ou même beaucoup de temps, mais je salue ceux qui quittent du coup la webconférence et je les remercie en l'occurrence de nous avoir écoutés sur ces thématiques. Je tenais à vous dire également qu'on reste à votre disposition, que ce soit Jean-Paul ou moi-même, mais également tous vos responsables experts comptables qui vous accompagnent déjà au quotidien, restent à votre disposition pour ces différentes questions que vous pouvez vous poser sur votre protection, celle de votre famille ou de votre entreprise. N'hésitez pas à revenir vers nous, bien sûr. On va également vous adresser le support qui a été enregistré de cette webconférence, donc le support visuel qu'on va vous renvoyer. Vous pourrez prendre le temps d'y revenir si vous le souhaitez ou pas, bien sûr. Et puis également vous permettre voilà, encore de nous poser quelques questions si vous le souhaitez, ou nous allons tout simplement conclure. Bon, mais je crois qu'on arrive au terme, Jean-Paul. Merci. Merci Sandrine. Au plaisir. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne Au soirée à revoir. tous. Bonne soirée. Au Merci. revoir.